Gaëlle Chouane, tu es artiste. Nous sommes très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui dans cette table ronde et de découvrir, on a un focus sur un projet en particulier, mais de connecter également avec cette notion de permaculture très présente dans ta démarche, dont Guillaume a beaucoup parlé ce matin, et également en lien avec ce qu'a dit Mohamed Bourouissa, cette approche liée aux communautés. Fanny Legros, alors Sursaut est le nouveau nom de Carbon Prod que certains d'entre vous connaissent, donc fondatrice de Sursaut, ancienne de la galerie Jérôme Poggi, donc monde des galeries, qui ensuite a fait le pas de créer une activité de conseil spécialisée en éco-conception, spécifiquement pour le secteur culturel. Clémence René, vous êtes responsable développement durable de Paris Musée. On va aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas au courant, vraiment saluer une annonce, non seulement une action de longue date, mais une annonce majeur d'un projet qui va sortir en 2027, qui est un outil, comment ? Oui, qui est un outil qui s'appelle, je connais même le nom, Ocre, qui va sortir en 2027 et qui va marquer, je pense, un avant et après dans la manière dont les institutions, les musées vont pouvoir mesurer leur impact. Sarah Favrio, artiste que l'on connaît bien, lauréate déjà d'un prix aussi Art of Change 21, je crois en 2021. Également formatrice de la promotion des artistes du prix Art Éco-Conception cette année, avec également Fanny. Fanny, on a préparé cette table ronde pour évoquer justement non seulement ton travail, mais ce qui change aujourd'hui dans le monde de l'art, ce que ces perspectives, ces approches plus environnementales soulèvent comme question. Et on va profiter de cette table ronde pour ne pas hésiter non plus à faire une demande de changement sur ce qui pourrait justement favoriser ce type d'approche. Alors, on démarre avec Clémence. Clémence, quelques mots sur l'action de Paris Musée et ce projet majeur qui va être bientôt révélé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, peut-être je vais commencer. Je peux faire... Voilà, peut-être vous dire un petit mot de Paris Musée, parce que vous n'allez peut-être pas tous connaître Paris Musée. Donc en fait, c'est un établissement public qui a été créé en 2013 et qui a la charge de gérer les 14 musées de la ville de Paris. Alors ces 14 musées et sites patrimoniaux, ils sont extrêmement variés. Nous avons des musées qui sont de grande taille comme le musée d'art moderne, le Petit Palais ou le musée Carnavalet. Et il y a des établissements qui sont de taille plus modeste, voire des petits musées comme la maison de Victor Hugo, la maison de Balzac, le musée de la vie romantique. On a aussi le musée de la Libération, le Palais Galliera qui a des collections de mode et donc tout un panel de sites patrimoniaux, les catacombes et la crypte archéologique. Donc on est dans un réseau de 12 musées et 2 sites patrimoniaux qui sont extrêmement divers. Paris Musée, c'est un établissement culturel, un établissement public autonome, c'est-à-dire qui a sa propre autonomie financière, juridique et pour tout ce qui concerne les ressources humaines, mais nous sommes sous la tutelle de la ville de Paris. Cette tutelle, elle se manifeste par, bien évidemment, un travail très étroit entre les équipes de Paris Musée et les équipes de la ville de Paris. Et nous sommes liés à la ville avec un contrat d'objectifs et de performance. La conséquence, c'est que toutes nos actions doivent s'inscrire dans les politiques qui sont menées par la ville de Paris et qui mènent une politique ambitieuse d'un point de vue environnemental et social. Donc tout ce qu'on doit mettre en place doit s'inscrire dans cette politique et c'est très bien parce que ça nous apporte un soutien très fort pour apporter le changement et mettre en place une véritable plan de transformation et de transition écologique.
Pour vous donner quelques chiffres sur ce réseau, donc je vous l'ai dit, 12 musées de sites patrimoniaux. Ça représente environ 1000 agents à peu près sur tout le réseau. On est dispersés donc entre les 14 sites. Le siège où il y a environ 100 agents qui travaillent donc, pour les directions centrales. Il y a les sites de réserve, il y en a environ 4 ou 5. Il y a également des ateliers qui regroupent des différents artisans, menuisiers, tapissiers, peintres, voilà, qui travaillent sur une partie des scénographies d'exposition. Au niveau du volume de la production, c'est 25 à 30 expositions par an, sans compter tout ce qui va être les animations dans les collections permanentes. Il y a un service édition, donc c'est aussi une production de catalogue d'exposition. Il y a toute une activité de privatisation des lieux. Je vous l'ai mis, environ 250 événements par an qui vont d'une simple visite jusqu'à un tournage ou un défilé de mode. Dans les musées, il y a également des concessions, des restaurants et des boutiques. Et puis, toute une programmation culturelle et le déplacement, évidemment, de beaucoup de visiteurs. En 2025, il y avait donc, c'était 5,1 millions de visiteurs. Pourquoi ces chiffres ? Pour vous dire que le travail à réaliser est énorme, puisqu'il y a une diversité d'activités et d'acteurs qui est foisonnante. Donc c'est passionnant, mais c'est en même temps extrêmement difficile. Et puis, toute cette activité a forcément un impact écologique et social, et c'est pourquoi il est indispensable d'avoir un plan de transition écologique et une véritable politique du changement. Moi, donc, je suis responsable développement durable. J'occupe ce poste depuis 2022. C'est un poste qui n'existait pas auparavant. Et mon rôle, c'est d'intégrer tous ces enjeux liés au développement durable, donc que ce soit sociaux et environnementaux, sur l'échelle de tout ce réseau et de toutes ces personnes qui y travaillent. Voilà, donc je pilote un plan d'action je vais vous mettre les grands axes, qui est sur une durée 2023-2026. Alors, il y a beaucoup d'actions, de choses qui se répètent d'une institution à une autre, et toutes les personnes qui sont intervenues avant et qui travaillent au sein de l'institution les ont présentées. Donc, je ne vais pas refaire les grandes lignes. Enfin, on a les mêmes enjeux autour de la décarbonation, autour de la conservation des œuvres d'art, autour des bâtiments. Mais ce plan d'action, effectivement, il est bâti sur tout ce qui va être lié à la décarbonation et à la réduction de nos impacts. Donc on va être sur... pardon, je ne vous ai pas mis la slide sur le bilan carbone, mais on a donc un bilan des émissions de gaz à effet de serre qui est réalisé tous les 2 ans et qui nous permet de piloter notre activité sur cette échelle globale de notre réseau, donc avec des objectifs de baisse. On a également toute une politique liée à l'éco-conception des expositions qui s'est mis en place et s'est renforcée à partir de 2021-2022 et qui est maintenant extrêmement riche d'expérimentation, d'avancées, et donc c'est un réemploi permanent des éléments d'une scénographie à l'autre, c'est un travail sur les projets en amont dès la conception des projets pour introduire des enjeux d'éco-conception autour de la production de l'exposition, et c'est tout un travail fait sur la fin de vie, la fin de vie également des expositions. On a tout un pan du travail autour du numérique, parce que le numérique, des fois, c'est un pan un petit peu caché de l'activité, mais qui est présent et qui est très impactant. Donc on est à la fois sur les matériels, mais on est aussi sur les usages. On remet en cause notre usage et notre relation au numérique, que ce soit dans les contenus de médiation, dans nos méthodes de travail. Donc un gros travail aussi sur le numérique. Et la biodiversité, qui est un sujet qui au départ était un petit peu là parce qu'il fallait en parler, mais sans que personne s'en soit vraiment emparé. Et finalement, dans une grande partie de nos musées, on a des espaces qui sont là, des espaces verts, des jardins. Et on est en train de changer toute notre perception autour de ces jardins pour se dire qu'en fait, ce sont des réservoirs de biodiversité qu'on va essayer donc de protéger, de développer. Et on va essayer d'installer des nouveaux espaces végétalisés dans des endroits qu'on n'attendait pas, sur les murs, sur les terrasses. On creuse ces voies-là qui ne sont pas forcément faciles, mais on tente. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur le plan d'ensemble général. Et un de nos piliers de notre plan d'action, c'est le 3e axe, c'est tout ce qui va être lié à la collaboration au collectif. C'est partir du principe que sur tout un tas de sujets, seul, on ne va pas y arriver, qu'on a besoin de s'associer avec d'autres acteurs, pas simplement du monde muséal, mais du secteur culturel. Et un projet phare qui illustre tout à fait ce travail, c'est le projet OCRE, dont Alice a parlé.
OCRE, c'est l'acronyme pour Outils pour une conception responsable des expositions. Ce projet, il est une illustration parfaite d'un travail collectif et collaboratif. Il est collectif parce que déjà, c'est un projet qui a été lauréat du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2. C'est un appel à projet qui est subventionné par le ministère de la Culture et opéré par la Banque des Territoires. C'est un projet que Paris Musée ne porte pas du tout seul. C'est un projet multipartenarial avec des acteurs privés, deux sociétés d'ingénierie culturelle, Atemia qui n'est pas là aujourd'hui, et puis Sursaut. Et c'est aussi 15 autres institutions à qui on a demandé de travailler avec nous pour concevoir ce projet. Je vous en dis quelques mots. Donc là, vous avez la liste de tous les partenaires du projet. Donc, comme vous pourrez voir dans les institutions, il y a des institutions parisiennes, mais il y a aussi plusieurs institutions qui se trouvent dans le reste de la France parce qu'il nous semblait indispensable d'avoir une variété de points de vue et de se confronter aussi aux problématiques et aux enjeux d'institutions qui sont plus éloignées des nôtres. Et le projet, donc en fait, on a été lauréat en 2024. On a commencé à travailler au tout début 2025 réellement quand on avait passé toute la contractualisation et toute la partie administrative et juridique. Et donc l'aboutissement, c'est la conception d'un site internet sur lequel seront mis à disposition 3 outils qui vont permettre donc les acteurs qui font de la production d'expositions de mesurer et d'analyser l'impact de leur production. Les 3 outils, c'est le premier qu'on appelle EcoExpo, c'est un questionnaire, une 50aine de questions qui sont posées à 4 phases du projet. Toute l'équipe projet est réunie lors de la réalisation de questionnaire et on interroge les principes qui constituent la production de l'exposition. On interroge, on essaye de pousser un petit peu plus loin les acteurs pour qu'ils puissent prendre conscience de leurs enjeux et au fur et à mesure rendre le projet plus éco-conçu. Le deuxième, c'est un calculateur d'impact, un calculateur carbone, assez classique, mais qui a été donc travaillé de manière conjointe avec tous les acteurs réunis autour du projet. Et le troisième outil, qui est porté avec Sursaut, c'est un outil d'analyse de cycle de vie, outil qui n'existe pas à l'échelle d'une exposition temporaire et qui donc va permettre d'avoir pas simplement une lecture carbone de nos impacts, mais une approche vraiment multicritère de tous les impacts. Mais peut-être Fanny, tu en parleras de cet outil. Voilà. Merci beaucoup. Je propose, Sarah, de prendre le micro pour témoigner. Il y a quelques images aussi que tu voulais partager avec nous. Et puis peut-être rebondir à ce qu'a dit Mohamed Bourouissa, qui t'a parlé parce que dans notre préparation, il y avait l'idée de travailler plus sur des projets que sur des objets, et le modèle économique, justement, qui est complexe dans ce genre de situation. Ok, rapidement du coup, hein. C'est ça oui, c'est quoi Bonjour. Alors, Mohamed, ça va être compliqué de parler sans la présence de Mohamed. Parce qu'il est parti. En revanche, je peux essayer d'étendre un petit peu ça. En tant qu'effectivement artiste qui produit des pièces dont le marché, pour le moment, parce qu'on est en période de transition, il ne faut pas l'oublier. Donc ces choses-là, à mon avis, d'ici quelques années, vont aboutir et vont réussir à avoir une valeur marchande, mais pour le moment, qu'ils n'en ont pas. En revanche, elles ont une valeur. Elles en ont une vraie et elles nous accompagnent et elles sont importantes et elles peuvent être optimistes aussi. Ça, je voulais le dire. Moi, j'ai développé une manière de faire qui est celle de la débrouille parce que effectivement, on ne vend pas mes œuvres, on est un paquet d'artistes là-dessus, et aussi parce que je n'ai pas souhaité faire des œuvres qui se vendent. J'ai souhaité faire des œuvres qui me font plaisir, qui sont généreuses, et qui ont un message, et qui vont avec vraiment une manière de faire, une manière de penser, etc. Donc du coup, effectivement, ça complexifie les choses en ce moment, mais c'est en train de faire un petit peu école. Gaël, tu pourrais peut-être aussi en dire un mot. Et donc moi je suis plutôt optimiste à travers ça. En revanche, je remercie beaucoup Mohamed. Moi j'en aurais dit un mot aussi, mais d'avoir appuyé un petit peu là-dessus et d'avoir peut-être dit un certain mécontentement, parce qu'en fait on se démène pour ça. C'est-à-dire que je me débrouille,
mais ça me demande beaucoup d'énergie. Mais c'est chouette quand même. Du coup, la façon dont je peux juste en parler, du coup j'essaie de me dépêcher, donc c'est pas facile. D'en parler en 2 mots, c'est que ce sont du coup des œuvres que j'ai moi prénommées œuvres-projets. On peut parler aussi d'œuvres processuelles aujourd'hui, de façon plus historien de l'art, plus scientifique, et qui sont des œuvres très souvent contributives. Moi, je parle plus de contribution que de collectif, parce que je trouve que ça peut semer un peu la pagaille, le collectif. En contribution, au moins on organise les contributions. Il n'y a pas de hiérarchie, mais une forme de hiérarchie d'une certaine manière, tout en conservant une horizontalité avec des scientifiques, beaucoup, avec les institutions qu'il ne faut pas oublier, donc les institutions d'ordre scientifique et les institutions culturelles, qui sont celles qui nous accompagnent. Et à force de multiplier les projets aussi, on est obligé de s'adapter à chacune des institutions, chacun des scientifiques, chaque organisme, CNRS, INRAE, ONF, etc., tout ce qu'on peut avoir en France, en tout cas pour ma part, avec lesquels je collabore souvent. Je crée une économie à partir de toutes ces contributions et je crée donc des projets, donc des budgets qui sont peut-être un petit peu élevés, mais d'une certaine manière aussi, j'enlève tout ce qui est, pour parler un petit peu d'écologie, tout ce qui est ce que j'appelle bécane, c'est outillage. Donc en fait, je suis beaucoup avec l'huile de coude à travailler avec de l'outillage. Et qui dit outillage dit assistant et assistante. Et donc du coup, j'ai un budget aussi, et je veux en parler aujourd'hui aussi, je le souhaite, une économie qui est liée à mon équipe que je défends. Et parfois aussi, je peux aussi baisser mon tarif à moi pour que mes assistants et assistantes soient décemment payés. Donc ça, c'est toutes les choses avec lesquelles on peut se battre en tant qu'artiste, c'est-à-dire de faire vivre une économie. Alors on a eu juste en 2 mots l'expérience de Damien Hirst, et Jeff Koons qui pendant le Covid ont dû faire démissionner la plupart de leurs équipes parce qu'il n'y avait plus de production. Moi je sais que par exemple je trouve mon économie en travaillant avec des assistants par mission, c'est-à-dire qu'ils acceptent eux, ça leur permet de continuer à vivre leur propre vie et leur création, c'est très souvent des artistes, et moi j'essaie de les payer en conséquence un certain prix pour qu'ils puissent gagner assez d'argent quand ils travaillent avec moi et pouvoir continuer à travailler pour eux. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut appeler aussi une écologie, et c'est pour faire preuve aussi de ce dont parlait aussi Mohamed, d'un aspect social important, qui n'est pas seulement celle de l'œuvre, mais de toutes ses contributions. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, et j'essaie d'aller très vite, donc je suis obligé de faire des raccourcis. Ok. Est-ce que je continue un peu ou est-ce que... ouais, bah là, ici, on voit une pirogue. Et c'était super à faire. Ok, merci. Et alors ça, c'est un projet justement avec l'INRAE et l'ONF et des coups de fil passés et des associations de protection des arbres. Alors mon projet, c'était tout simplement de faire naviguer un arbre sur l'océan, à savoir que ce sont les 2 poumons de la Terre, donc voilà, de faire traverser l'oxygène. C'est pour ça qu'on y voit toujours, d'ailleurs l'écorce, on peut le voir sur les images là, pour que l'arbre soit toujours là, parce que si on enlève l'écorce, ça devient seulement une pirogue. Et donc en fait, juste en 2 mots, ce sont des sculptures qui deviennent des performances, puisqu'elles font une traversée. Ici, elles ont traversé la Méditerranée, enfin, de la presqu'île de Gien à l'île de Porquerolles, donc quelques kilomètres, pas jusqu'en Grèce. Je me suis perdue. Et du coup, je me suis perdue, mais en tout cas... je peux montrer une autre œuvre? Oui, celle-ci, d'accord. Et juste en 2 mots, sur la pirogue, elle est croisée, c'est une pirogue à balancier, à savoir que les Polynésiens sont les premiers navigateurs, donc c'était un hommage à la Polynésie et aux premières navigations, aux catamarans, qui sont en fait, ces pirogues à balancier sont les ancêtres des catamarans, à savoir que catamaran en tamoul, ça veut dire bois lié. Donc aujourd'hui, on a le Vendée Globe ou la Route du Rhum, qui sont des embarcations qui coûtent des milliers d'euros et dont on ne dit pas leur origine, qui sont celles de Polynésie. Donc j'y tiens, voilà, je le dis aujourd'hui. Et le cèdre, qui est juste l'arbre dans lequel j'ai creusé le bois. On pouvait nous appeler les castors quand on creusait le bois à ce moment-là.
est un cèdre qui se retrouve partout dans le monde parce que c'est à la fois une essence et une espèce. Et on a le cèdre du Liban, évidemment, le cèdre de l'Atlas. Mais on a aussi les séquoias, etc., qui sont les arbres, les essences d'arbres qui servent notamment aux États-Unis à fabriquer les bateaux. Voilà. Donc c'était le choix, on va dire, on a parlé holistique, le choix d'essayer de traverser toutes les cultures et traverser le monde entier par cette pièce. Et je continue ou pas? Ouais. Je rallonge. Et bon, là, à force de faire des choses, je suis allé juste, après les méga-feux dans les Landes, je suis allé passer un œil, prendre du bois, et je me suis rendu compte que le bois était dur, c'était lié au méga-feu, et très certainement à l'eau des Canadaires, plus la chimie aussi, mais à l'eau. Et depuis, je développe une technologie, c'est-à-dire que j'ai amplifié ma pratique artistique et assumé celle de l'ingénierie, et que je développe à titre expérimental, mais où en fait, là, on n'a pas accès, c'est pas exactement le même procédé que le procédé japonais du Sushujiban. C'est un procédé que je suis en train de mettre au point, qui est un procédé de trempe de bois, et où en fait, j'essaie de ressusciter des arbres qui sont obsolètes pour les filières de bois. On en a trop plein dans nos forêts en ce moment parce que ils sont trop parasités, donc il faut laisser du bois en forêt, mais il y en a quand même trop, et qui est un projet que je développe depuis la forêt, avec la forêt, entre feu et eau. Eau qui dit eau peut dire ruisseau, rivière, etc. Et donc voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que les autres parlent. T'as bouclé la boucle. J'ai bouclé la boucle, voilà. Retour dans le pragmatisme. Oui, j'aurais Fanny, voulu elle t'écouter adore. pendant très Fanny, longtemps. mais j'ai envie de dire que ça a été tout l'enjeu et la difficulté de la journée, de vouloir être à la fois dans les mélanger tout ce qui était transition écologique du point de vue des processus avec la partie outils techniques et en même temps une partie artistique qui est là pour nous faire oublier cette dimension-là totalement et pour repenser à un autre niveau. Fanny, juste quelques mots sur ton activité rapidement. Oui, alors je vais être très concise. Quelques minutes seulement. Effectivement. Parce que c'est important de donner surtout la parole aux artistes. Absolument, ça c'est clair. Donc je vais aller très très vite, mais en fait il faut les deux. Il faut des artistes et des gens qui mesurent aussi, parce que si on mesure pas, on change pas. Donc rapidement sur SO, on fait de la mesure d'impact environnemental pour mettre en place ce qu'on appelle les changements, et ce dont on parle depuis ce matin. On fait de la formation, on fait de la mesure d'impact environnemental, je vais vous raconter exactement ce que c'est juste après, et on accompagne, parce que c'est bien beau de mesurer, mais si derrière on ne sait pas comment faire, il ne se passe pas grand-chose. Et l'enjeu aujourd'hui, il est là, il est plutôt dans la méthode. La mesure, c'est un outil, et on a besoin de méthodes, et j'aimerais avoir une baguette magique, mais malheureusement, pour l'instant, c'est les méthodes qui nous guident. La méthode qu'on utilise, c'est l'analyse de cycle de vie. On a beaucoup parlé de climat ce matin, on a aussi un peu parlé de biodiv. Ce qui nous a guidés depuis le début en créant donc Carbon Prod, qui est devenu Sursaut, c'est vraiment de travailler les projets. Alors des projets, nous on est spécialistes dans les industries culturelles et créatives. Donc ça va des arts visuels au théâtre, à la musique, mais on est assez, on a notre expertise vraiment dans les arts visuels. Tout ça pour vous dire que l'idée c'est de regarder les choses de manière multi-étapes et multi-critères, parce que quand on parle de climat, quand on parle de biodiversité, on a besoin de rassembler tout ça sur des indicateurs qui sont différents. Donc c'est très concret, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder simplement le changement climatique comme vous avez là-haut tout à gauche, vous allez avoir des indicateurs qui sont tout aussi puissants, notamment sur les enjeux de ressources, vous le voyez ici, sur les enjeux de santé humaine, sur les enjeux d'écosystème et sur les enjeux de ressources, comme je viens de le dire. Et donc ça, c'est assez important parce qu'on a besoin de savoir. En fait, moi, j'ai eu plein de gens quand on a démarré qui m'ont dit, mais en fait, on ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui a de l'impact, qu'est-ce qu'on n'a pas, sur quoi. Alors, on a essayé de démêler un peu ces questions. L'analyse de cycle de vie, c'est un sujet qui existe depuis les années 90, qui n'a été inventé par l'industrie, qui est énormément utilisé dans l'industrie, qui est énormément utilisé pour les produits. Et donc nous, on l'a mis, entre guillemets, en fonctionnement pour les écosystèmes du service culturel, qui sont aussi parfois dans lesquels il y a des produits, il y a des services. Et donc tout ça, c'est assez systémique. Je vous donne quelques exemples rapides. Avec Alice, on s'est rencontrés sur ce sujet, d'ailleurs.
Alice a eu la grande sympathie de m'ouvrir son carnet d'adresses quand j'ai démarré. Et donc, on a la première personne qu'on est allé voir ensemble, c'est Art Paris, Guillaume Piens, qui voulait faire une édition sur l'environnement et qui me dit moi, je voudrais calculer nos impacts, mais je ne sais pas du tout comment on fait. Donc, on a réalisé avec Alice la première analyse de cycle de vie d'une foire d'art. On était hyper contents puisque c'est une première mondiale, donc ça c'était chouette. On est allé voir un ensemble d'impacts qui était vraiment dédié à la production de la foire. Et je vous montre ça rapidement. Je vous montre celui d'avant parce que ça c'est important quand même. L'idée de la CV, c'est d'aller voir rapidement et en détail comment sont... Alors rapidement, enfin... je ne vous parlerai pas de collecte de données parce que je vois Clémence qui sourit à côté de moi. Bref, je passe, mais ce n'est pas forcément rapide. Mais en tout cas, c'est important de comprendre comment on travaille, d'où viennent nos produits. Qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'ils sont produits? Vous demandez à plein de gens aujourd'hui, alors tout le monde va dire oui c'est produit en Chine, mais en fait c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc on va re-regarder toutes les routes entre guillemets de production de ce qu'on utilise, de ce qu'on mange, de comment on est habillé. Voilà, on le sait, on a tous de l'impact, hein. On se lève le matin, on a déjà de l'impact sur l'environnement. Donc l'idée c'est d'aller revoir tout ça, de voir quels sont les impacts les plus importants et de commencer plutôt par là que de se dire on essaye de tout régler, c'est parce que ça ne marchera pas. Donc voilà, ça c'était simplement pour vous parler du coton gratté qui était un des éléments majeurs de la foire, puisque c'est intéressant aussi, le modèle économique d'Art Paris fait que le montage doit être très rapide, donc au lieu de peindre des cimaises, on met du coton gratté, parce que ça va plus vite. Sauf que le coton gratté, il a un impact majeur dans l'ensemble de la foire, donc on est allé voir ce genre de détails. Là on le voit, c'est le résultat. Alors c'est assez moche, les graphiques de l'analyse de cycle de vie, c'est pas très sexy, mais ça dit ce que ça doit dire en fait. Ce qu'on voit en bas, c'est l'ensemble des indicateurs. Encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours magistral de la CV, mais l'idée c'est que, en regardant les couleurs que vous avez en face de vous, c'est de voir quel va être l'impact le plus important. Et au lieu de commencer par un tas de trucs divers et variés, on se met en place sur un projet. Et donc là, c'était principalement le coton gratté. Alors, pour la foire, on n'a pas fait que le coton gratté, parce qu'on travaille encore avec Art Paris sur ces sujets. Et quand on regarde, grosso modo, les différents impacts entre le moment où on a commencé à travailler avec eux et aujourd'hui, voilà, on a baissé, grosso modo, sur l'ensemble des indicateurs. Je passe, c'est pas l'idée de vous parler de ces victoires, de ces petites victoires. L'idée aussi, c'est de parler des projets. Nous, on travaille principalement avec les institutions et les fournisseurs des institutions. Parce qu'à un moment donné, si on ne met pas le modèle en route, les institutions, s'ils n'ont pas de nouveaux fournisseurs qui connaissent les problématiques environnementales et qui y travaillent, en fait, on n'arrive pas à résoudre le problème. Enfin, en tout cas, pas entièrement. Je vous parle rapidement d'un projet sur lequel on est en train de travailler, qu'on est en train de terminer, qui s'appelle Cénoflex. C'est hyper intéressant parce que quand on parle d'impact environnemental dans les muséums qui vend on va dire des produits pour le musée depuis 35 ans quand même, vient me voir et me dit voilà, on voudrait travailler sur nos vitrines et nos cimaises. On fait un rapide calcul d'ACV et elle me dit on avait prévu de faire ça l'année prochaine, on aurait voulu voilà, on te présente notre nouveau modèle de vitrine parce que celui-ci on l'a réfléchi de manière éco-conçue, sans formation à proprement dit. Quand on a fait les calculs entre les deux différents types de vitrines et de cimaises, ils allaient droit dans le mur. Parce qu'en fait, la CV a démontré que ce qu'ils avaient imaginé en termes de masse ou de produit n'était vraiment pas du tout intéressant et c'était presque un produit plus impactant que le premier. Donc comme quoi ça sert de mesurer, parce qu'au moins on sait où on va. Et donc depuis, avec les ingénieurs de chez Promuseum, alors eux-mêmes ont réfléchi à un nouveau système, donc vraiment une alternative qui est aujourd'hui vraiment intéressante, parce qu'elle permet d'éviter de faire du gâchis de bois et surtout de pouvoir réutiliser au maximum. Je vous passe les détails aussi, les résultats sont extrêmement intéressants, parce que comme vous le voyez ici, entre une cimaise classique et une cimaise donc qu'on peut réemployer, donc type Cénoflex, on a plus de 50% d'impact en moins sur tout. Et c'est des cimaises qu'on garde, donc c'est assez génial. Je ne parle pas d'ocre, mais je vous dis juste que c'est un projet absolument fantastique auquel il faut adhérer. Ça sortira en juin 2027, Sandrine, c'est bien ça. L'idée de ce projet, déjà, public-privé, c'était un vrai challenge. Ça se passe hyper bien, ça c'est un premier point à dire, c'est génial. Moi j'ai une chance fabuleuse de travailler dans ce projet. Et je pense que, alors là, je te donne un petit aperçu de la charte graphique de Ocre. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, surtout, c'est que
On a mis l'ensemble des acteurs qui nous semblaient le plus intéressants autour de la table pour essayer de comprendre quels sont ce dont on a besoin de savoir et comment on peut le faire évoluer. Donc 3 outils. On n'a pas aujourd'hui de plateforme avec 3 outils qui sont vraiment différenciants et en même temps ça va permettre à l'ensemble des musées de pouvoir démarrer là où il en est et de pas d'avoir de pression particulière sur les outils. Et c'est la première fois qu'on aura un outil d'analyse de cycle de vie pour le musée et ça me semble vraiment important. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et je voulais dire un autre truc super. Je ne sais plus, j'ai oublié. Oui, l'idée c'est de rationaliser aussi parce que tout le monde a un peu son outil dans son coin. Et l'idée c'est de référentialiser, de rationaliser la méthode de calcul pour qu'on puisse aussi à un moment donné effectivement faire marcher nos cerveaux. Et donc on pourra dire, on pourra aller voir nos tutelles en disant là on a un souci avec cette liste d'œuvres, là on a, alors pas forcément un souci, mais en tout cas il faut en parler. Et il y aura un argument, parce qu'aujourd'hui les équipes n'ont pas d'argumentaire. Et ça c'est un vrai sujet. Et donc ça va aussi apporter ça, et ça va permettre d'ouvrir le dialogue qui peut-être parfois est encore un petit peu coincé aujourd'hui. Et j'ai terminé, je vous remercie. Waouh. Non mais l'efficacité de cette dernière table ronde. Bon Gaëlle, 6 minutes 34. Je ne vais jamais y arriver. Déjà, je vis au rythme de mon chien, donc vous voyez, mon chien est en train de dormir. Donc moi, je suis à 2 doigts de faire la sieste aussi. Je vous présente Satché, qui fait partie de mon projet environnemental, écologique, de mon écosystème, puisque Satché m'accompagne souvent sur les workshops, dans les écoles, dès qu'il est accueilli, parce que les institutions refusent la plupart du temps les chiens. La Fayette Anticipation est dog-friendly, heureusement. Mais voilà, comment on accueille les autres espèces dans notre environnement. Parce que finalement, je ne peux pas m'étaler, mais finalement, suivre le rythme du chien ou du chat, c'est savoir aussi être dans le ressenti et dans l'écoute de soi. Je pense que c'est quelque chose que je mets en place dans ma pratique, dans mon écosystème. Déjà avec ce choix, donc le projet Creole Garden in Normandie, c'est pour la Biennale de Toronto il y a 2 ans, avec Dominique Fontaine et Miguel Gomez. Et finalement, je décide déjà de vivre en Normandie, donc de travailler en Normandie, de déplacer mon économie et ma production, et de créer un jardin qui sera filmé et qui devient le film ensuite qui sera présenté à la Biennale. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis le début, mais cette pensée du jardin créole, ce qu'on appelle en Europe ou en Occident permaculture, puisque c'est vraiment ça, c'est-à-dire une multiplicité des diversités qui cohabitent, mais surtout qui s'entraident. On n'est pas que dans la cohabitation, sans écouter ce qui se passe à côté de nous, mais l'autre nous sert. Et c'est dans un cercle vertueux. Et je pense que c'est ça que nous devons atteindre à court terme et long terme, c'est le cercle vertueux. Donc moi, je m'inspire dans un design global, social, esthétique, de production, de cette permaculture qui a été théorisée par Bill Mollison dans les années 70, qui est biologiste. Et donc, déjà en 2020, j'arrive au musée d'art moderne après la pandémie pour la nuit blanche et je vois les parterres de fleurs juste à côté, juste en face du musée, vides. Donc, je décide d'intervenir à cet endroit-là avec une association d'agriculture urbaine. Donc, comment aussi je partage le budget, à qui je donne le budget, à du vivant, des humains, qui vont travailler aussi avec moi. J'ai pas mis beaucoup de photos, mais en fait, donc, ces jardins créoles ont été créés donc, pour ces personnes en réinsertion professionnelle. Donc, ça a été une expérience. Et c'est ça qu'on gagne en plus, c'est qu'on gagne de l'humain, de l'expérience, de l'amour, de la bienveillance, de la joie, du vivre ensemble, de sentir aussi l'estime de soi qu'on a d'avoir travaillé ensemble et d'avoir fait du bien aussi à la terre. Et cette estime et cette estime de soi, elle est importante parce que c'est reconnecter avec nous-mêmes en fait.
Donc, à la fin, c'était donc en pleine nuit. Dans ces speakers, il y avait des mantras. Je les appelais les mantras décoloniaux, qui étaient une manière de reconnecter avec nous-mêmes. On n'a pas d'image, mais en face, en fait, on pouvait voir des danseurs qui étaient dans le musée, qui ont dansé pendant 6 heures d'affilée, des performeurs, performeuses, des personnes invisibilisées, donc qui font du voguing, des personnes trans, noires, à qui voilà, j'ai voulu partager aussi ce budget de production et de créer aussi une réflexion sur un contact, le contact des institutions avec des corps invisibilisés. Voilà, je passe. Mais bon, il y a tellement de choses à dire, c'est compliqué. Mais en tout cas, cette collaboration avec Fanny Legros, qui est à côté de moi, s'est fait très tôt, il y a très longtemps. Parce que c'est des préoccupations que j'ai dans mon travail depuis toujours. Le recyclage, l'écosystème. Donc c'est-à-dire que mes œuvres, je les recycle. Elles ne sont pas montrées, tu ne veux pas l'acheter, tu ne veux pas soutenir mon travail, eh bien, je vais le réemployer, je vais le réutiliser ou le remontrer. On trouve des moyens. On ne montre pas une œuvre à une foire et ensuite elle n'est pas vendue, elle n'est pas intéressante, donc on la jette. Non, on la réutilise, on la réemploie, on la recycle. Et cette idée-là, c'est donner plusieurs vies à des œuvres, donner plusieurs chances aussi à des œuvres. Et ma pensée, elle est comme ça, ma manière d'être est comme ça. Donc pour moi, c'est créer des nouveaux dialogues entre les œuvres et entre les humains. Et donc, cette œuvre-là, qui fait partie d'une plus large exposition qui a eu lieu au McVal, dans un projet plus large qui s'appelle le Temple of Love, où je réfléchis sur la question de l'amour dans nos sociétés, entre nous, pas l'amour simplement dans une intimité, mais l'amour entre espèces et l'amour entre voilà, humains et non-humains. Et donc, ce projet, c'est comme une sorte de plateforme, un podium où tout le monde a gagné, tout le monde peut monter dessus. Et elle a été créée en Liège par une compagnie qui s'appelle Les Liégeurs. Donc c'est des collaborations que je fais régulièrement, de travailler avec des artisans, avec des designers, avec des architectes, avec tout type de corps de métier qui pourrait nourrir nos pratiques respectives. Hein. C'est un échange unilatéral. Et donc, Fanny m'a beaucoup aidée voilà, sur réfléchir à comment faire des projets avec un impact peut-être moins grand pour l'environnement et sourcer des matériaux innovants comme ce liège qui est en fait donc qui est écologique entre guillemets dans le sens où déjà c'est du liège recyclé. Donc c'est un matériau qui existait déjà, qui a été récupéré, qui est de la poudre, donc qui fait partie de... En gros, toutes les bouteilles de champagne que vous avez bu m'ont servi à faire cette œuvre, donc c'est collectif. Et ensuite, les liants qui ont été utilisés n'ont pas d'émanation après séchage. Parce qu'il faut savoir que toutes les zones pour les enfants qui sont faits en caoutchouc recyclé ont des émanations tellement fortes qu'avec la chaleur, le soleil comme aujourd'hui, c'est à dénoncer en fait. Comment l'État français laisse ces aires de jeu dans cet état-là alors que des enfants vont crapahuter par terre. Donc c'est exactement comme les chaussures de notre copain, de notre artiste tout à l'heure. C'est pareil. Donc les Liégeurs, cette compagnie, a commencé à travailler dans différents domaines. D'ailleurs, la garderie de l'Élysée est faite donc l'Élysée est bien au courant, hein, je vous le dis. Hein. Et donc voilà, cette collaboration que voilà, avec grande gratitude d'avoir travaillé avec Fanny sur ces projets pour mettre plus de conscience aussi dans ma pratique et dans des gestes pragmatiques, quoi. Et là, c'est donc une réutilisation, une collaboration de nouveau avec les liégeurs. Cette fois, le liège est pigmenté, donc on dirait du bitume. Et je voulais jouer sur cette confusion, justement. Ça, c'était donc Air du Verseau, une œuvre installative qui a été montrée au Centre Pompidou pour le prix Marcel Duchamp. Voilà.
Mais aussi, nous avons travaillé ensemble, collaboré, œuvré, je dirais même, parce que travailler, c'est un mot qu'on doit bannir maintenant de notre vocabulaire. On a œuvré ensemble aussi au Palais de la Porte Dorée pour une œuvre permanente qui est dans le musée de l'immigration, où énormément de coquillages ont été collectés. Donc Fanny, donc on a réfléchi à qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait des copies de coquillages ? Il y avait vraiment cette idée autour d'une mythologie que j'ai créée sur les coquillages qui contiennent des âmes qui se sont cachées parce qu'elles étaient traumatisées par cette incarnation sur Terre, notamment liée à l'esclavage. Mais du coup, l'idée était donc de sourcer ces coquillages sur des plateformes en ligne et les racheter à des particuliers qui sont partis en vacances et qui font le vide dans leur maison et qui disent « on ne veut plus de cette conque qu'on avait achetée en Guadeloupe quand on était parti en vacances ». Et donc, l'idée était de créer une participation par tout le monde, en fait, collective. Et je pense que c'est vraiment ça l'idée. Je pense que c'est simplement ensemble que les choses peuvent se faire. C'est un mouvement collectif. Et je repense d'ailleurs à ce livre de l'écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand que si vous ne l'avez pas lu, relisez-le, parce que je pense que tout ce qui s'est dit ce matin découle de cette violence coloniale qui a créé dans l'exploitation et l'extraction. Et maintenant, on est dans l'ère du partage, de l'écoute et du ressenti de soi et de notre environnement.